Mon nom est Nicolas Dubois. La nuit où ma femme, Valérie, m'a annoncé de but en blanc qu'elle emmenait Manon, ma belle-fille, passer les fêtes de Noël chez son ex-mari, elle a fait claquer la porte de la cuisine avec une telle fureur que les vitres ont vibré dans leur cadre. Un silence de mort a suivi. Puis, elle a levé un doigt accusateur, l'ongle d'un rouge agressif, et a articulé chaque syllabe avec une précision glaciale. Manon a besoin de son vrai père. Si ça te dérange, tu n'as qu'à me quitter. Je suis resté sans voix. Discuter n'aurait servi à rien, c'eût été comme tenter de raisonner une tempête. J'ai machinalement frotté mes mains l'une contre l'autre, faisant tomber les derniers grains de sueur, cette odeur de bois qui me rappelait mes projets, les choses concrètes que je construisais. Devant moi, elle ne construisait rien, elle détruisait. J'ai posé mon vieil ordinateur portable sur la table, le bruit du plastique résonnant dans le silence tendu. J'ai cliqué sur l'icône de ma messagerie. L'offre pour le Japon était là, comme un phare dans la nuit. Je l'avais refusé tant de fois, pour elle, pour nous. Ce soir, j'ai cliqué sur « Accepter » et j'ai senti un poids immense à la fois se poser sur mes épaules et s'envoler. Une semaine plus tard, je l'ai entendu hurler sur le perron, tambourinant à la porte comme une forcenée, comme si cette maison qu'elle venait de quitter lui appartenait de droit divin. À l'époque, elle était convaincue que le monde entier lui appartenait. Mais l'histoire n'a pas commencé par ces hurlements. Elle a débuté par un mardi de décembre, maussade et anonyme, dans notre petit village de Normandie. L'humidité glaçante collait aux os, le sel sur les routes avait été remplacé par une fine couche de givre, et les silhouettes des gens se pressaient, le dos voûté contre le vent. J'avais terminé ma journée à l'usine de papier, en restant un peu plus tard pour venir à bout d'un moteur capricieux, avant de faire un crochet par l'épicerie du coin pour acheter du lait et un poulet rôti. En poussant la porte de la maison, j'ai été accueilli par un parfum de cannelle et de résine. Dans un coin du salon, notre petit sapin artificiel scintillait déjà, ses ampoules multicolores projetant des éclats de lumière sur la vitre embuée. L'œuvre de Manon, sans aucun doute. À 10 ans, Noël était pour elle une affaire des plus sérieuses. Elle a dérapé dans le couloir, en chaussettes. « Papa Nicolas, tu as réussi à réparer le toit de la maison de poupée ?» a-t-elle demandé, une lueur d'anticipation dans le regard. J'ai brandi la petite bâtisse en bois, mon projet de ces derniers soirs au sous-sol. Valérie l'avait déniché dans un vide-grenier, une épave charmante. Il m'avait fallu 3 soirées pour poncer, coller et redonner vie à la structure. « Vas-y, essaie », lui ai-je soufflé. Manon a posé ses 2 petites mains sur le toit rose et a poussé de toutes ses forces. Rien n'a bougé. Je savais que tu y arriverais. A-t-elle claironné, rayonnante de fierté. Tu arrives toujours à tout réparer. Une boule s'est formée dans ma gorge. Si seulement elle avait su. Dans la cuisine, Valérie me tournait le dos, concentrée sur une casserole. Ses épaules, contractées et hautes, étaient un signe avant-coureur que je ne connaissais que trop bien. « Salut », ai-je dit en mettant le lait au frais. J'ai eu la prime de Noël. Ce n'est pas la fortune, mais ça paiera son vélo et il restera même de quoi se faire plaisir. Aucun regard en retour. Il faut qu'on ait une discussion, a-t-elle lâché. 4 mots qui sonnent toujours le glas. D'accord, ai-je articulé avec précaution. De quoi s'agit-il? Elle a coupé le gaz, a posé sa cuillère avec une lenteur calculée et m'a fait face. Son chemisier était impeccable, son maquillage soigné. Elle avait l'air prête pour une soirée en ville, pas pour un dîner à la maison. L'évidence m'a sauté aux yeux. J'ai eu Stéphane au téléphone, a-t-elle commencé. Stéphane. Son ex. Le père fantôme, champion des excuses pour justifier ses absences aux anniversaires et aux réunions scolaires. Et alors? Ai-je demandé, sentant la nausée monter. Noël, a-t-elle dit, comme si j'étais idiot. Il nous a invités dans son chalet de montagne. Pour rattraper le temps perdu avec Manon. Elle a besoin de son vrai père, Nicolas. C'est essentiel pour elle. Mais Valérie, on a déjà des choses de prévues, ai-je tenté. Le service religieux, le repas à l'église Saint-Luc, tes parents, d'un revers de main méprisant, elle a balayé mes arguments. Ce sont des habitudes, pas des projets. Toi et tes repas partagés de la salle paroissiale sur des chaises pliantes. Manon mérite un vrai Noël. Un grand chalet, un sapin immense, et son vrai père. Elle a appuyé sur le mot « vrai » avec une cruauté délibérée.
J'ai accusé le coup. Je croyais que j'en faisais partie, de son vrai Noël, ai-je murmuré. C'est moi qui suis là au quotidien. Qui lui lit des histoires, qui la soigne quand elle est malade, qui assiste à ses spectacles d'école. Un rictus a déformé ses lèvres. Tu es son beau-père. Ne fais pas ton Calimero. Tu savais dans quoi tu t'engageais. Stéphane est son père. Ce lien est irremplaçable. Si tu n'étais pas si basique, tu le comprendrais. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas un grand fracas, mais le craquement sourd d'une poutre qui cède après avoir supporté trop de poids. Et moi, dans cette histoire? Ai-je demandé, la voix rauque. Son haussement d'épaule a été plus éloquent que n'importe quel discours. Toi, tu n'y es pas. Pas cette fois. On part une semaine, le 23. Si ça te pose un problème, tu sais où est la porte. Tu demandes le divorce, ou je le fais. Elle a débité sa tirade d'un ton monocorde, comme une actrice récitant un texte appris par cœur. Du salon, la petite voix de Manon s'est élevée, « Maman ? On regarde le film de Noël ?» Valérie n'a pas scié. Ses yeux me défiaient, attendant l'explosion, la dispute, les larmes. Je lui avais offert ce spectacle si souvent. Mais cette fois, rien. Je suis resté là, vide. L'email de Tokyo me brûlait l'esprit. Offre finale. Responsable de la maintenance d'usine. Japon. Un autre monde. J'avais refusé 3 fois. Pour Valérie, son salon, sa famille à 10 minutes. J'ai entendu la voix de mon père résonner dans ma tête, ne laisse jamais personne te faire croire que ta simple présence est une faveur qu'on t'accorde. Je comprends, ai-je finalement dit. Ma voix était étonnamment neutre. Tu l'as dit à Manon quand? Hier. Elle est ravie. Elle a hâte de voir la neige au chalet. Stéphane passe nous prendre. Évidemment. Très bien. Je ne vous embêterai pas. Valérie a paru décontenancée. Ma résignation n'était pas dans son scénario. C'est tout? Pas de crise? Pas d'insulte? Tu ne menaces même pas d'appeler un avocat? J'ai secoué la tête. Non. Pas ce soir. Elle a eu un grognement de mépris et a tourné les talons, marmonnant que j'étais une lavette. J'ai quitté la cuisine, l'odeur de la sauce me paraissant soudain écœurante. Dans le salon, Manon avait disposé la petite famille de la maison de poupées. La figurine du père était près de la porte, prête à partir. On se fait une séance ciné? Ai-je proposé. Son visage s'est illuminé. Celui en noir et blanc, avec l'ange qui gagne ses ailes. La vie est belle. Parfait. Elle s'est levée contre moi, sous une couverture, sa tête reposant sur mon épaule. Sur l'écran, la vie de Georges Bellet défilait, une succession de petits sacrifices invisibles aux yeux de tous. Je regardais sans voir, l'esprit ailleurs, comptant toutes les fois où j'avais dit non à cette opportunité, toutes les heures passées à bricoler, à réparer, à construire une vie qu'elle venait de démolir. Manon s'est endormie avant la fin. Je l'ai portée dans sa chambre, j'ai bordé la couverture sous son menton et je l'ai contemplée un long moment. En bas, la maison était devenue un tombeau. Même avec Valérie à l'étage, le vide était palpable. Assis à la table de la cuisine, j'ai ouvert l'ordinateur. Cher Marc, si votre offre tient toujours, je l'accepte. Le curseur clignotait. J'ai relu ma phrase. J'ai revu le visage de mon père. J'ai cliqué sur envoyer. Le petit swoosh de l'envoi a retenti comme un coup de feu dans le silence de la cuisine. Je n'ai rien emballé. Je n'ai laissé aucune lettre. Je suis resté là, à écouter les bruits familiers de la maison ou la chaudière, la machine à glaçons qui me semblait soudain étranger. Je ne le savais pas encore, mais ce clic anodin était le premier domino d'une longue chaîne qui mènerait Valérie, écarlate de rage, devant un juge qui lui assènerait enfin la vérité. L'atterrissage à l'étranger a été étrangement apaisant. Une sensation de calme plat, comme après un violent orage. L'air sent encore la pluie, mais le fracas a cessé. Tokyo, même de nuit, était une explosion de néons et de mouvements incessants. Un univers auquel je n'appartenais pas. J'ai pris possession de l'appartement fourni par l'entreprise, une kitchenette, un lit, une place, une fenêtre sur une fourmilière humaine. Le lendemain,
mon superviseur, Marc Fournier, un homme grand et affable, m'a fait visiter l'usine. Il m'a présenté à l'équipe avec une légère inclination. Ils m'ont rendu mon salut. Un respect tacite, inconditionnel. Quelle différence avec les sables mouvants de mon foyer. Ici, on travaille dur, m'a expliqué Marc Fournier, mais on est solidaire. Vous vous y plairez. J'ai acquiescé, me sentant comme un imposteur, un fantôme dans une vie qui n'était pas la mienne. La première semaine, mon téléphone est resté muet. Pas un mot de Valérie, ce qui ne m'étonnait guère. Son silence était une arme qu'elle maniait avec expertise. Mais Manon, j'espérais un message, une photo, un signe. J'ai fini par craquer. Coucou ma puce. J'espère que tu passes de bonnes vacances. Je suis au Japon. Tu me manques. Silence radio. J'ai récidivé le surlendemain. Je t'ai envoyé un petit quelque chose par la poste. Ça mettra une petite semaine. Je t'aime. Rien. Quelques jours plus tard, j'ai déniché dans une boutique un petit renard en bois, un porte-bonheur. Je l'ai emballé avec soin et l'ai expédié en Normandie. Les frais de port étaient exorbitants, mais peu importait. En rentrant, j'ai croisé une famille. La petite fille, au milieu, tenait la main de ses deux parents et sautait par-dessus les lignes du trottoir en riant aux éclats. Je les ai regardés s'éloigner, le cœur lourd. La culpabilité m'a submergé. Étais-je en train de l'abandonner? Étais-je différent de Stéphane, qui fuyait ses responsabilités? Je me répétais que j'avais besoin de distance, de clarté, mais la culpabilité est tenace. Chaque soir, ma boîte mail restait désespérément vide. Un samedi, j'ai partagé un bol de ramen avec un jeune collègue, Lucas Bernard. Il m'a vu consulter mon téléphone pour la énième fois. « Vous attendez un message ?» a-t-il demandé. De ma fille enfin, ma belle-fille. Il a compris. C'est compliqué. On ne peut pas mieux dire. Il m'a regardé avec une bienveillance tranquille. La famille, ce n'est jamais simple. Mais la vérité trouve toujours son chemin. Ses paroles allaient se révéler prophétiques. Le couperet est tombé le mardi suivant. J'étais sur mon balcon, en train de manger des soba de distributeur, quand j'ai ouvert Facebook, une habitude que j'avais perdue. Tout en haut de mon fil, une publication d'une voisine. Une photo. Valérie et Manon, posant devant un chalet de montagne enneigé. Valérie portait le pull rouge que je lui avais offert l'an dernier. À côté d'elle, Stéphane. Et il portait mon pull. Mon vieux pull vert avec le sapin brodé, celui que Manon aimait tant parce qu'il avait l'air content. Ils avaient l'air d'une famille de magazine. La légende disait « Noël en famille au chalet », agrémenté de 2 émojis cœur. J'ai fixé l'image, la nourriture se refroidissant dans mon bol. Ce n'était pas de la jalousie. C'était la réalisation brutale qu'elle m'avait menti effrontément, qu'elle avait orchestré mon départ pour pouvoir vivre la vie qu'elle convoitait. J'ai zoomé. Le sourire de Manon était faux. Crispé, forcé. Elle avait l'air perdue. Cette vision a tout changé. La culpabilité s'est muée en une détermination froide comme l'acier. Le pire restait à venir. 2 jours plus tard, Lucas est entré dans la salle de pause, le visage grave, son téléphone à la main. « Nicolas, votre nom de famille, c'est bien Dubois ?»« Oui, pourquoi ?» Il m'a montré son écran. Un avis juridique, publié sur le site du département. Une demande de divorce, déposée par Valérie Dubois. Motif, abandon. Déposé 3 jours après mon départ. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Elle prétend que vous êtes parti pour de bon, a traduit Lucas, et que la maison et les biens lui reviennent de droit. Mais elle savait, elle soufflait. Elle était là quand j'ai envoyé l'email. C'est elle qui m'a poussé à le faire. Lucas a eu un hochement de tête compréhensif. Quand la vérité dérange, le mensonge devient une option confortable. Je me suis laissé tomber sur une chaise. Elle ne se contentait pas de vivre sans moi, elle voulait m'anéantir. J'ai vérifié ma messagerie. Rien. Mon téléphone a vibré. Notification de l'application de suivi, le petit renard avait été livré il y a 2 jours. Bien sûr, aucune réaction. Valérie avait dû l'intercepter.
La colère a enfin explosé, une fureur froide et puissante. Dehors, la neige tombait sur Tokyo, mais dans ma tête, tout était clair. Je ne rentrais pas pour sauver mon couple. Je rentrais pour sauver une petite fille et forcer sa mère à affronter la vérité. J'ai pris mon billet le soir même. J'ai atterri en Normandie par un matin de gel, l'air si vif qu'il brûlait les poumons. L'aéroport régional était quasi désert. Personne ne m'attendait. C'était mieux ainsi. J'avais réservé une chambre à l'auberge de village, rue Franklin. Un lit, une commode, une vue sur le parking. C'était simple, sans fioritures. Un QG parfait pour la mission qui m'attendait. Tiens, Nicolas, m'a lancé un habitué dans le couloir. De retour au pays? Pour quelques jours. Des choses à régler. Il a hoché la tête, sans poser de questions. L'après-midi, j'ai conduit jusqu'à la maison. La couronne de Noël, de travers, ornait toujours la porte. Le petit sapin clignotait dans le salon. L'envie de frapper à la porte m'a serré la gorge, mais je me suis retenu. D'abord, les faits. Premier arrêt, la caisse d'épargne locale. Sandrine Martin, la guichetière, a failli s'étouffer en me voyant. Nicolas. Je vous croyais à l'autre bout du monde. Juste de passage. Elle s'est penchée vers moi. Votre femme est venue. Elle voulait vider le compte joint. Elle a fait un scandale quand on a refusé. Elle a menacé d'appeler la direction. On a dû la mettre dehors. Je m'en doutais. A-t-elle donné une raison? Elle a dit que vous aviez abandonné votre famille. Mais on a des procédures. Elle m'a imprimé l'historique du compte. Merci, Sandrine. Faites attention à vous, Nicolas. Vous avez l'air épuisé. Je m'en occupe. Deuxième arrêt, l'épicerie du coin, le cœur battant des rumeurs du village. J'ai déambulé dans les rayons, tendant l'oreille. Il s'est barré avec une jeunette au Japon. La pauvre Valérie, seule avec la gamine et les dettes. Décidément, elle n'a pas de chance avec les hommes. Au détour d'une allée, je suis tombé nez à nez avec Sylvie Girard, la caissière. Ses yeux se sont agrandis. Nicolas. Alors c'était des mensonges. Elle a planté ses poings sur ses hanches. Elle nous a raconté que vous aviez pris la fuite avec une maîtresse après avoir flambé votre prime. Ça ne vous ressemblait pas. Rien de tout ça n'est vrai. Je m'en doutais bien. Elle n'arrête pas de se plaindre depuis une semaine. Je ne lui demande même plus si ça va. Elle va être folle de rage en vous voyant. Soyez prudent. Le soir, dans ma chambre d'auberge, j'ai étalé mes preuves sur le lit, relevé bancaire, capture d'écran, copie de mai, la demande de divorce. Le mot « abandon » me sautait au visage. Mais le plus dur, c'était un dessin de Manon que j'avais gardé. Nous deux, main dans la main, à côté d'un sapin. Avait-elle cru que je l'avais abandonnée, elle? Cette pensée était insupportable. Le lendemain matin, j'ai appelé l'école et j'ai demandé à parler à Madame Mercier, la conseillère d'orientation. Nicolas. Quel soulagement de vous entendre. Vous avez vu Manon? Oui. Elle est très confuse. Elle m'a demandé pourquoi vous étiez parti. Je lui ai dit que les adultes avaient parfois des problèmes, mais que vous l'aimiez très fort. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit que sa mère lui avait raconté que vous aviez préféré le Japon à elle. Mon sang s'est glacé. Elle a dit ça? Je suis navré, Nicolas. Merci, ai-je articulé difficilement. Merci de me l'avoir dit. Après cet appel, toute trace de culpabilité s'est envolée. J'ai contacté mon vieil ami Olivier Laurent, devenu avocat. Il a examiné mon dossier pendant sa pause déjeuner. Elle a accumulé les erreurs, a-t-il conclu. Demande pour abandon 3 jours après ton départ pour une mission professionnelle, tentative de détournement de fonds, obstruction au contact avec l'enfant, un juge détestera ça. Que dois-je faire? Tu contestes. Et tu te pointes à l'audience. Il te croit à Tokyo. C'est notre principal atout. Et pour Manon? Si tes preuves sont solides, et elles le sont, tu obtiendras gain de cause. Reste calme. Ne la provoque pas. Laisse la justice faire son travail.
Ce soir-là, depuis le parking de l'auberge, je contemplais le palais de justice. La neige tombait à gros flocons. Je pensais à Manon, endormie quelque part dans cette ville. Je repensais à son sourire forcé sur cette photo. Ma décision était prise. Je ne me battais pas pour un mariage. Je me battais pour une fille. 2 jours plus tard, j'ai gravi les marches du palais de justice, mon dossier sous le bras. L'intérieur était solennel, intimidant. Olivier m'attendait. Prêt? On y va. Valérie n'est pas là. Elle doit penser que tu es à 10 000 kilomètres. Tant mieux. La salle d'audience était surchauffée. J'ai pris place à la table du défendeur. Le dossier reposait devant moi, lourd de vérité. La porte s'est ouverte. Le claquement des talons de Valérie a résonné. Elle était magnifique dans son manteau rouge, sûr d'elle, suivie par son avocat, un jeune loup à l'air arrogant. Son regard a balayé l'assemblée, puis s'est posé sur moi. La stupéfaction. La colère. La panique. Elle a tenté de masquer son trouble par un sourire méprisant. Tiens donc, regardez qui daigne enfin pointer le bout de son nez. Je n'ai pas réagi. Ne tombe pas dans le panneau, m'a murmuré Olivier. Le juge est entré, une femme d'un certain âge à l'air sévère. Affaire 24 à 1781, Dubois contre Dubois. Monsieur Dubois, votre présence est une surprise. La plaignante a déclaré que vous aviez quitté le pays. C'est ce que je croyais, votre honneur, a minaudé Valérie. Il nous a abandonnés. Objection. A lancé Olivier. Mon client n'a abandonné personne. La parole est à vous, monsieur Dubois, a dit le juge. Je me suis levé, la voix ferme. J'ai quitté le pays car ma femme m'a imposé de passer Noël seule, pendant qu'elle partait avec notre fille et son ex-mari. Elle m'a donné un ultimatum, accepter ou divorcer. J'ai donc accepté une mutation professionnelle que j'avais longtemps refusée pour préserver ma famille. J'ai tenté de contacter ma belle-fille, sans succès. Mes messages et mes cadeaux ont été interceptés. J'ai fait glisser les preuves sur la table. Voici les confirmations de suivi. Voici les preuves de ces tentatives de vider notre compte joint et de vendre notre maison dans mon dos. Le visage de Valérie s'est empourpré. C'est faux. A-t-elle crié. Silence. A tonné le juge. J'ai ajouté la demande de divorce. Déposée 3 jours après mon départ, pour abandon. Je n'ai pas abandonné ma famille, votre honneur. J'ai été chassé, puis effacé. C'est un menteur. A explosé Valérie. Il est parti avec une autre femme. Demandez aux gens de l'épicerie. C'est intéressant, a dit Olivier en se levant. Votre honneur, nous avons justement un témoin. Sylvie, la caissière, s'est avancée. Votre honneur, Valérie a raconté à tout le monde que Nicolas était parti avec une jeunette. Ça ne collait pas avec l'homme que je connais. Le voir ici aujourd'hui me le confirme. Valérie était piégée. Le juge l'a fusillée du regard. Madame Dubois, vous avez menti à la cour, tenté de spolier votre mari et priver une enfant de son beau-père. Ma décision est la suivante, la garde provisoire est confiée à monsieur Dubois. Toute transaction sur les biens communs est gelée. Un curateur ad hoc sera nommé. Vous rembourserez les sommes que vous avez tenté de détourner. C'est un scandale. Il n'est même pas son vrai père. A hurlé Valérie. Parfois, les vrais pères sont ceux qui restent, madame, a rétorqué le juge. La séance était levée. Valérie a fui, suivie de son avocat. Puis, une petite voix a retenti, Papa Nicolas. Manon. Elle a couru se jeter dans mes bras. Je savais que tu n'étais pas parti pour de vrai, a-t-elle sangloté. Je l'ai serré contre moi, le cœur au bord des lèvres. J'étais rentré à la maison. La semaine qui a suivi a été d'un calme irréel. J'ai réemménagé, le temps de l'enquête du curateur ad hoc. Manon passait une nuit sur 2 à la maison. Ses rires, ses fredonnements, ses chuchotements à ses poupées redonnaient vie au mur. La première nuit, elle s'est faufilée dans mon lit, terrifiée à l'idée que je disparaisse à nouveau. Je suis là, lui ai-je murmuré. La curatrice, Christine Dubois, est venue le jeudi.
Une femme douce et perspicace. Elle a tout noté, où Manon rangeait ses dessins, qui l'aidait pour ses leçons, depuis quand elle m'appelait « papa ». Ça a de l'importance, Nicolas. Bien plus que vous ne l'imaginez. Le soir, en mangeant des croque-monsieur, Manon m'a raconté qu'elle faisait un dessin pour la curatrice. Je nous dessine au marché de Noël, celui avec le pop-corn et les sculptures sur glace. C'était une belle soirée. La meilleure de toutes, a-t-elle dit, son sourire édenté illuminant son visage. Lundi matin, Valérie est revenue. Des coups violents ont secoué la porte. Ouvre. Je l'ai trouvée sur le perron, défaite, hagarde. Tu crois que tu as gagné? Tu as détruit ma vie. J'ai seulement dit la vérité, Valérie. Tu m'as volé ma fille. Elle n'est la propriété de personne. Son regard a vacillé. Derrière elle, dans l'allée, le camion de Stéphane tournait au ralenti. Il nous observait, impassible. Tu peux t'en aller. Lui a-t-elle crié. Sans un mot, il a fait marche arrière et a disparu. La rage de Valérie s'est retournée contre moi. Lâche. Vous êtes tous des lâches. Tu devrais partir, Valérie. Elle a poussé un cri de frustration et a tourné les talons, disparaissant dans la rue. 2 heures plus tard, un email de Stéphane. Sujet, à propos de tout. Nicolas, je romps avec Valérie. J'ignorais tout de ses mensonges. Je suis désolé de mon rôle dans cette histoire. Pour ce que ça vaut, tu es le seul vrai père que Manon ait jamais eu. Ce soir-là, Manon m'a tendu une figurine de la maison de poupée. Le petit papa en bois. Elle l'avait repeint. Une chemise marron, comme ma veste de travail. Des cheveux grisonnants. Et un N gravé sur le socle. Comme ça, il te ressemble. J'ai eu du mal à trouver ma voix. Il est parfait, ma puce. On va tout pouvoir réparer, maintenant, papa? Oui, ai-je dit en la serrant contre moi. On va tout réparer. Plus tard, devant la fenêtre, je regardais la neige tomber. La vengeance n'était pas un plat qui se mange froid. C'était la vérité, qui, patiemment, avait fait son chemin. C'était le calme face à la tempête. C'était choisir Manon. Encore et toujours. Si on vous a déjà dit que vous n'étiez pas assez, que votre amour ne comptait pas, sachez que vous n'êtes pas seul. Et si mon histoire vous a apporté un peu de réconfort, alors j'espère que vous serez là pour la prochaine.